Il y a eu une voiture que General Motors a conçue pour avoir une courte durée de vie. Une voiture bon marché, simple, sans prétention, considérée par l'entreprise elle-même comme un produit de transition destiné à disparaître sans laisser de traces. Personne à l'époque n'aurait parié un centime sur son avenir. Et pourtant, cette voiture est devenue la plus vendue de sa génération dans plusieurs pays d'Amérique latine, la plus utilisée comme taxi, la plus aimée par ceux qui n'avaient pas les moyens d'avoir mieux, et même par ceux qui en avaient les moyens mais la choisissaient quand même, parce qu'elle ne les abandonnait jamais. Elle s'appelait la Chevette. Son histoire n'est pas celle d'un échec, mais celle d'une voiture qui a survécu 20 ans de plus que prévu, défiant les plans de ses propres créateurs, les études de marché, les ingénieurs qui l'avaient dessinée comme une solution temporaire, et même le bon sens économique de l'entreprise qui l'avait mise au monde. Tout commence en Allemagne au début des années 70, dans les bureaux d'études d'Opel, filiale européenne de General Motors. Opel possédait une petite berline compacte appelée Kadett. Propulsion arrière, 4 cylindres, sans luxe ni équipement sophistiqué, mais fiable, robuste, pensée pour rouler longtemps sans exiger grand-chose de son propriétaire. À une époque marquée par les chocs pétroliers et la demande croissante de voitures économiques, General Motors a vu dans ce châssis une opportunité globale. L'idée était simple, presque élégante dans sa logique industrielle. Adapter ce design européen à différents marchés à travers le monde et le lancer sous des noms différents selon le pays, en réutilisant au maximum les mêmes pièces, les mêmes outillages, la même philosophie mécanique. En Australie, elle est devenue la Holden Gemini. Au Japon, l'Isuzu Gemini. En Angleterre, la Vauxhall Chevette. Aux États-Unis, la Chevrolet Chevette. Et au Brésil, tout simplement la Chevette. Même châssis, même philosophie, mais toutes sœurs, chacune adaptée aux goûts et aux besoins locaux. Chacune vivant sa propre histoire loin des autres. Le Brésil a été le premier pays d'Amérique latine à la recevoir. Et c'est là que son destin sud-américain allait réellement commencer. En 1974, General Motors do Brasil a lancé la Chevette comme berline 2 portes dans son usine de São Caetano do Sul, dans l'état de São Paulo, avec un moteur de 1400 cubiques centimètres développant 68 chevaux. Sur le papier, rien d'impressionnant, des performances modestes, un intérieur dépouillé, un confort minimal. Mais elle arrivait au moment exact où le pays, en pleine expansion économique sous le fameux miracle brésilien, avait besoin de voitures bon marché et fiables pour une classe moyenne grandissante, avide de motorisation individuelle mais au budget serré. La gamme s'est ensuite élargie année après année. Berline 4 portes pour les familles, Hayon 3 portes baptisées Chevette Hatch pour les jeunes urbains, version familiale appelée Marajo pour ceux qui avaient besoin d'espace et le pick-up Chevy 500 pour un usage utilitaire. Toute une famille de véhicules bâtis sur le même châssis simple et la même philosophie du suffisant. Ne pas offrir plus que le nécessaire, mais ne jamais offrir moins que le fiable. L'Argentine, de son côté, a eu sa propre version, développée avec une ambition plus grande. L'Opel K 180, lancé en 1974, était équipé d'un moteur de 1800 cubiques centimètres développé localement, délivrant 86 chevaux, la chevette la plus puissante de tout le continent. Elle a remporté le prix de la voiture de l'année en 1977, une reconnaissance qui semblait promettre un avenir brillant. Mais l'histoire argentine a pris un tournant brutal. General Motors a fermé ses opérations dans le pays en 1978 pour des raisons financières liées à la crise économique locale, et la K180 a disparu après à peine 37 000 unités produites, un chiffre dérisoire comparé à ce qu'elle aurait pu accomplir. Des années plus tard, la Chevette brésilienne reviendrait sur le marché argentin, mais sous une autre bannière, la marque GMC, comme un écho tardif d'un projet interrompu trop tôt. En Colombie, l'histoire fut plus longue, plus profonde et finalement plus significative. La Chevette est arrivée en 1981, devenant la première voiture assemblée par General Motors dans le pays après le rachat de l'entreprise locale Colmotores. 2 ans plus tard est venue la berline 4 portes, celle qui allait véritablement conquérir les rues colombiennes et devenir, avec le temps, le taxi le plus commun du pays, un symbole du transport urbain à Bogota, Medellín, Cali, Barranquilla et dans d'innombrables villes plus petites. Son succès dans ce rôle n'avait rien de mystérieux. Économique à l'achat, bon marché à entretenir, avec des pièces disponibles partout, même dans les ateliers les plus modestes des quartiers périphériques. Colmotores a cessé son assemblage local en 1993, marquant officiellement la fin d'une époque
Mais la Colombie a continué à importer des unités depuis l'Équateur jusqu'en 1996. Preuve que la demande persistait bien après que General Motors eut décidé de tourner la page. Le Venezuela, pour sa part, a assemblé localement une version équipée d'un moteur 1600 cubic centimètres, plus puissante que celle vendue ailleurs, adaptée aux besoins et aux routes du pays. Le Chili l'a vendue sous le nom de Chevette DL, et elle y a connu un succès honorable, jusqu'à ce qu'en 1992, une nouvelle réglementation environnementale, exigeant l'installation d'un convertisseur catalytique, une technologie que la voiture n'avait jamais intégrée dans sa conception, la sorte brutalement du marché du jour au lendemain. Une mort réglementaire, donc, et non commerciale. La Chevette chilienne n'a pas été vaincue par la concurrence ni délaissée par les acheteurs, elle a simplement été rendue illégale par un changement de loi qu'elle ne pouvait techniquement pas satisfaire. Mais c'est en Colombie que la Chevette a laissé son empreinte la plus profonde, la plus durable, presque sentimentale. À la fin des années 90, le magazine motor du journal El Tiempo a organisé un vote parmi ses lecteurs pour élire la voiture du siècle en Colombie, un exercice qui se voulait à la fois nostalgique et rigoureux. Le résultat a surpris beaucoup d'observateurs. La Chevette a gagné, pas la Renault 4, pourtant considérée pendant des décennies comme la voiture du peuple par excellence, ni la Renault 9, qui avait pourtant ses propres légions d'admirateurs. Une voiture pourtant critiquée sur presque tous les critères techniques traditionnels. Son inconfort, son manque d'espace intérieur, son moteur poussif et bruyant. Elle a néanmoins gagné avec une marge claire, sans appel, parce qu'on ne vote pas dans ce genre d'exercice avec la raison ou des tableaux comparatifs de performance, mais avec la mémoire et le cœur. La voiture dans laquelle des générations entières ont appris à conduire. Celle qui nous emmenait à l'école tous les matins, celle qui attendait patiemment devant la maison familiale, celle que le père ou la mère bricolait le dimanche dans le garage. Alors, si la Chevette avait tant de succès, si elle inspirait un tel attachement populaire, pourquoi a-t-elle finalement disparu des chaînes de production? La réponse officielle de General Motors fut toujours la même, répétée d'un pays à l'autre comme un mantra industriel. Il était temps de se moderniser. Le monde des années 90 exigeait la traction avant, l'injection électronique, de meilleurs standards d'émission, des habitacles plus spacieux, des équipements de sécurité que les acheteurs commençaient à considérer comme indispensables. La Chevette, design des années 70 à propulsion arrière et carburateur gourmand, ne pouvait s'adapter à ces nouvelles exigences sans un redesign complet, trop coûteux pour être justifié par les volumes de vente d'un marché en pleine évolution. Le remplaçant était déjà prêt sur les planches à dessin, la Corsa, développée par Opel avec une architecture moderne, arrivée au Brésil en 1994, un an après la fermeture définitive de la ligne de production de São Caetano do Sul, après 20 années de fabrication continue et près d'1,5 million de voitures sorties de cette même usine. Mais voici le tournant que General Motors n'avait probablement pas anticipé. Celui qui transforme cette histoire en quelque chose de plus grand qu'un simple cycle de remplacement de modèles. Au Brésil, la Corsa a remplacé la Chevette sans grande résistance, le marché absorbant naturellement la transition vers une voiture plus moderne à tous égards. Mais en Colombie, au Venezuela, en Équateur, des marchés où la Chevette avait des racines plus profondes, presque culturelles, les mécaniciens ont continué à préférer la réparer plutôt que d'apprendre les subtilités des nouveaux modèles, la connaissant par cœur, capable de diagnostiquer une panne rien qu'au bruit du moteur. Les chauffeurs de taxi ont continué à acheter des unités d'occasion des années durant, car son coût d'entretien était incomparable, sa mécanique pratiquement indestructible, capable de faire 500 000 km avec un entretien minimal et des pièces bon marché. Des industries entières de pièces détachées génériques ont proliféré autour d'elle, alimentant un écosystème économique informel qui existait indépendamment de General Motors elle-même. La voiture conçue pour durer peu a ainsi démontré une vérité mécanique et humaine à la fois, que suffisamment simple et robuste, ce ne sont plus les ingénieurs ni les plans de l'entreprise qui décident de la durée de vie d'un produit, mais les utilisateurs eux-mêmes qui la maintiennent en vie, envers et contre toute décision commerciale venue d'en haut. La Chevette n'a pas disparu parce qu'elle a été surpassée techniquement par ses concurrentes de l'époque, même si techniquement, cela était sans doute vrai. Elle a disparu parce que General Motors a cessé de la fabriquer par pure décision d'entreprise, une décision comptable et stratégique, et ce n'est pas la même chose qu'une défaite sur le marché. Une voiture surpassée est remplacée naturellement, progressivement, par les choix des consommateurs qui se tournent d'eux-mêmes vers de meilleures options.
Une voiture qu'on cesse simplement de fabriquer, en revanche, laisse un vide brutal, un vide que d'autres acteurs s'empressent de combler. Les mécaniciens qui continuent leur travail, les fabricants de pièces qui trouvent un marché captif, et les propriétaires qui tout simplement ne veulent rien changer à une formule qui fonctionne pour eux depuis des années. Au Brésil, 1,63 million d'unités ont été fabriquées entre 1974 et 1993 à São Caetano do Sul. 20 ans de production continue. Un chiffre qui témoigne de l'ampleur véritable de ce qui n'était censé être, à l'origine, qu'une solution provisoire. En Colombie, les dernières unités assemblées localement sont sorties des chaînes en 1993, mais le taxi Chevette est resté une image quotidienne. Presque un meuble urbain, des rues colombiennes, 10 à 15 ans de plus, roulant fidèlement bien après que son certificat de naissance industrielle eut expiré. La Corsa fut la remplaçante officielle sur les catalogues, dans les brochures glacées des concessionnaires. La Chevette, elle, fut celle que personne n'a vraiment fini d'enterrer dans les rues réelles, celle qui continuait de klaxonner au coin des marchés, de transporter des familles entières un dimanche, de servir de premier véhicule à un jeune mécanicien qui apprenait son métier sur elle. Aujourd'hui encore, dans les ateliers mécaniques poussiéreux d'Amérique latine, quand une voiture moderne arrive avec une panne électronique indéchiffrable, un capteur défaillant que même l'ordinateur de diagnostic peine à identifier, les vieux mécaniciens, ceux qui ont les mains tachées d'huile depuis des décennies, disent souvent en soupirant « ça n'arriverait pas à une Chevette ». Ce n'est pas un éloge naïf de la technologie d'antan, ni une nostalgie aveugle pour un passé idéalisé, mais une reconnaissance simple, presque philosophique, de la simplicité mécanique, une vertu totalement absente des catalogues modernes remplis de capteurs et de calculateurs, mais qui l'a maintenu en vie dans les rues bien après son acte de décès officiel signé dans un bureau lointain. La Chevette fut, en fin de compte, la voiture que General Motors a conçue pour le peuple latino-américain, sans vraiment lui demander son avis, sans imaginer qu'elle survivrait à ses propres créateurs, sans anticiper qu'elle deviendrait un objet de mémoire collective plutôt qu'une simple ligne dans un catalogue de produits. Et le peuple, de son côté, l'a adoptée avec enthousiasme, l'a modifiée selon ses besoins avec des bricolages ingénieux, l'a convertie en taxi travaillant 16 heures par jour sous un soleil implacable, en premier achat fier pour le jeune travailleur qui économisait depuis des années, en voiture de famille transportant 3 générations à la fois vers la messe du dimanche. Quand General Motors a décidé que 20 ans suffisaient, que le moment de tourner la page était arrivé, le peuple dans les rues n'a simplement pas écouté ce verdict venu d'en haut et a continué à conduire ses Chevettes adorées quelques années de plus, puis quelques années encore, jusqu'à ce que la dernière rouille finisse par avoir le dernier mot. C'est ainsi que se terminent les vraies histoires des voitures qui ont vraiment compté dans la vie des gens, non pas avec un communiqué de presse élégant rédigé dans un siège social climatisé, mais avec le dernier exemplaire rouillé, cabossé, rafistolé 1000 fois, qui refuse obstinément de mourir. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo.